Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. Il s'agit d'un des axes majeurs du plan de relance, la réindustrialisation de notre territoire. Depuis les années 1970, la France a perdu un grand nombre d'industries. C'est même le pays de l'Union européenne qui en a perdu le plus. Aujourd'hui, la réindustrialisation est un sujet central. En septembre dernier, 35 milliards d'euros ont été promis par le gouvernement afin de financer la réindustrialisation, ou en tout cas à encourager les collectivités à investir en ce sens. Et dernièrement, l'État a annoncé une baisse des impôts de production dans l'espoir de réindustrialiser le pays. L'écologie est désormais au cœur de beaucoup de préoccupations en politique. Impossible de présenter un programme de campagne sans y incorporer l'urgence climatique. Les mesures écologiques font évidemment l'objet de nombreux débats et vont bien souvent à l'encontre d'une autre urgence, l'urgence sociale. Souvenez-vous, ce fut le cas avec les Gilets jaunes et la taxe carbone. À l'occasion d'une interview, dans le cadre de sa campagne pour les élections régionales, la candidate Audrey Pulvar a évoqué à nouveau la question d'une fiscalité écologique. Fausse bonne idée ? Quels seraient les tenants et les aboutissants d'une telle mesure ? CETA, JEFTA, UE, Mercosur, les traités de libre-échange européens sont nombreux depuis les années 1990. L'objectif de ces traités est simple. Augmenter les débouchés des entreprises en leur ouvrant d'autres marchés pour favoriser la croissance économique, en réduisant les obstacles commerciaux, comme les droits de douane par exemple. Mais tandis que des pays comme les États-Unis prennent un virage protectionniste, en prévision de la crise économique de grande ampleur à venir, l'Union européenne, elle, envisage de nouveaux traités de libre-échange. Pourquoi ? Quels en seraient les avantages et les inconvénients ? Et pourquoi une telle stratégie ? On décrypte avec Thomas Porcher. Depuis les années 1970, la France se désindustrialise. C'est près de 2 500 000 emplois industriels qui ont disparu depuis 1974. L'explication la plus entendue concernant ce phénomène, c'est évidemment la question des coûts de production, avec en tête la question des salaires français. L'ouvrier et l'ouvrière français coûtent bien trop cher comparé à des marchés asiatiques ou même d'Europe de l'Est. On nous explique bien souvent que c'est le coût horaire de cette main-d'œuvre et les 35 heures qui ont poussé les industriels français à délocaliser. Aujourd'hui, la question du décrochage français en matière industrielle préoccupe et il s'agit même d'un enjeu majeur. Comment réindustrialiser la France ? La rendre de nouveau attractive. Pour le gouvernement, la réponse se trouve dans la baisse des impôts de production. Alors Thomas, on va faire un petit retour en arrière. Quelles sont les causes de la délocalisation en France ? Les causes de la délocalisation, elles sont simples. Elles sont dans la mondialisation et la financiarisation de l'économie. La mondialisation a fait, comme vous l'avez dit au début du sujet, a fait que le coût du travail en Europe, mais même en dehors de l'Europe, apparaît plus faible qu'en France et donc une partie des usines ont été délocalisées. Et la financiarisation a accéléré ce processus parce que quand vous délocalisez des usines, vous augmentez la valeur actionnariale de l'entreprise et donc des dividendes pour les actionnaires, mais aussi grâce aux lois travail qui ont été mises en place, etc., vous pouvez plus facilement vous séparer d'ouvriers ou d'employés en France pour aller en chercher ailleurs dans des contrées où le coût du travail est plus faible. Donc c'est vraiment ces deux critères qui ont fait que nous avons eu une forte désindustrialisation. Et à ça, c'est ajouté le manque d'ambition politique, parce qu'on est passé finalement d'une politique économique de planification avec un État stratège, ce qui a fait qu'on a choisi par exemple le rail, le nucléaire, qu'on a développé le Concorde et ainsi de suite, à une politique en fait qui n'a pour but que d'offrir le cadre, le bon cadre aux entreprises, à savoir baisser la fiscalité, passer des lois travail, passer le CICE, etc. Donc il y a eu un manque quand même d'accompagnement politique qui a fait que notre pays s'est plus désindustrialisé que d'autres pays, comme l'Allemagne, un petit peu moins que l'Angleterre, et beaucoup plus que, par exemple, les États-Unis. Pour justifier ces délocalisations, les entreprises disent souvent que les coûts du travail sont beaucoup trop élevés en France. Les entreprises, bien souvent les multinationales, sont placées sur un marché mondial concurrentiel. Est-ce que ce n'est pas légitime pour elles d'aller chercher une force de production moins chère ? Peut-être, si on pense que pour nous, le profit, c'est la seule chose qui compte. Mais il faut vraiment rappeler ce qui se passe. En réalité, les Français, contrairement à ce qu'on croit, sont beaucoup plus productifs que la plupart des pays où ces multinationales délocalisent les usines. Ils sont beaucoup plus productifs, mais ils sont plus chers. Dans les pays pauvres, ou dans les pays émergents, ou dans certains pays d'Europe de l'Est, la main-d'œuvre est moins productive. Mais comme elle est moins productive, qu'est-ce que font les gouvernements pour attirer justement des investissements directs étrangers et la localisation d'usines chez eux ? Ils baissent les salaires encore plus fortement que les écarts de productivité. Donc la réalité, c'est que pour que nous ayons des produits, pas tout le temps moins chers, mais pour que nous ayons des produits un peu moins chers venant d'autres pays, on a compressé
très fortement les salaires et on paye ces gens une misère. Et donc on compresse normes sociales, mais aussi normes environnementales pour gagner beaucoup plus d'argent et pour combler les écarts de productivité. Ça, c'est vraiment, il faut avoir ça en tête. Donc il faut se poser la question à un moment, et c'est un des actes pour moi d'une nouvelle politique industrielle, c'est quel type de produit nous voulons et dans quelles conditions nous voulons qu'il soit fabriqué. S'il est fabriqué en France, on a une meilleure productivité, probablement une meilleure qualité, et on sait derrière qu'on respecte un certain nombre de normes sociales et environnementales. Si on les produit à l'étranger, il y a moins de productivité, et comme il y a moins de productivité, il y a une compression des salaires, une intensification du travail qui dépasse les burn-out que nous pouvons connaître ici, et nous avons des normes écologiques qui ne sont pas respectées. Donc c'est un choix à un moment politique, mais il faut dire la vérité. Or pendant des années, on nous a menti là-dessus. À l'époque de la mondialisation heureuse d'Alain Minc, on ne nous a pas dit tout ça. On nous a dit grosso modo que ça profitait aux pays pauvres comme ça nous profitait à nous. Alors là, on se rend compte que derrière la production qu'aujourd'hui on consomme, il y a une exploitation très forte de main-d'œuvre étrangère dans des conditions qui sont parfaitement condamnables. Du coup, est-ce qu'il faut baisser le coût du travail en France ou baisser les impôts de production, comme ce que propose de faire le gouvernement pour rendre la France un peu plus attractive ? Ça a été un choix qui a été fait, mais moi je ne pense pas que quand on est un pays riche, on doit faire la course avec les pays émergents là-dessus. Parce que finalement, le but d'un pays riche, c'est d'être aux avant-postes de l'innovation et de la spécialisation, on va dire, internationale, c'est-à-dire la technologie, la transition énergétique, etc. C'est là-dedans qu'on doit investir. On ne doit pas essayer d'être beaucoup plus compétitif qu'un travailleur vietnamien, un travailleur chinois ou même un travailleur d'Europe de l'Est, parce que ce petit jeu existe aussi à l'intérieur de l'Europe, il faut le rappeler. Et donc notre choix, nous, ça a été d'être toujours plus compétitif. Alors souvent, on se compare qu'à l'Allemagne, hein, donc le CICE, si on a donné plus de 40 milliards, on les a donné 40 milliards pour être au même niveau en fait que l'Allemagne. Le seul but, c'était ça. Mais je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. On le voit bien à terme. Qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années ? L'emploi industriel, la part de l'emploi industriel dans la population active, il est passé de 22% à 12%. Donc on a eu une destruction massive d'emplois industriels. Et quand vous avez des usines qui se délocalisent, vous avez tout un écosystème qui meurt avec. Vous avez toutes les PME au niveau local, vous avez tous les artisans, les restaurants au niveau local, et vous avez toute la collectivité territoriale même qui devient, qui est meurtrie avec des taux de chômage qui explosent. Donc on n'a pas eu de vision. Donc la réalité, c'est que quand on a choisi la mondialisation, la financiarisation et le désaccompagnement de l'État, finalement, parce que tout ça a été fait en même temps, avec des choix politiques qui favorisaient uniquement les actionnaires, c'est-à-dire la baisse de la fiscalité qui profite aux actionnaires et la flexibilité du travail qui leur permet de plus délocaliser pour gagner des plus gros dividendes, et on en voit le résultat. On a perdu une grosse partie de notre industrie. Et les conséquences, on les a vues pendant la crise sanitaire, on n'était même pas capable de fabriquer des masques ou des respirateurs. Mais quelles seraient finalement les clés de cette réindustrialisation ? Est-ce que l'État pourrait contraindre les entreprises à relocaliser ? Est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui ? Alors, il faut préciser que dans le cadre de l'Europe, il y a eu un gros débat au moment du marché unique, où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait de l'Europe une puissance industrielle avec finalement un peu des Airbus européens, des grandes industries qui s'imposeraient au reste du monde, ou est-ce qu'on choisit la logique de marché, le marché unique, la concurrence, avec cette idée que la concurrence fait le bonheur ? Et c'est Delors, un ancien socialiste, qui a arbitré pour la concurrence, en disant on va faire passer la concurrence en premier lieu, puis on verra après toute la question sociale, industrielle que nous n'avons jamais vue encore aujourd'hui. Et donc la concurrence a fait quoi ? Ça a fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'Europe, vous avez de la compétitivité sur les coûts, de la concurrence sur les coûts qui est mise en place, sur les salaires, sur les normes sociales et environnementales, à l'intérieur même de l'Europe. Et puis à cela s'ajoute après, on en parlera après, tous les traités de libre-échange qui sont signés entre l'Europe et le reste du monde qui créent une concurrence supplémentaire externe. Donc l'Europe, elle ne protège en rien. Donc là-dedans, la première chose qu'il faudrait faire, c'est essayer au niveau national déjà de mener ce qu'on appelle une politique industrielle, ce qui n'existe plus parce qu'avant on avait un État stratège et que maintenant on a un État pantouflard, c'est-à-dire qu'il est dans EDF, dans la SNCF, mais il ne fait rien, il ne fait absolument rien. Il offre que le cadre, comme je l'ai dit, fiscal et de flexibilisation du marché du travail pour permettre aux entreprises d'être les plus mobiles possibles. Mais si on refondait une politique industrielle, on devrait la refonder sur 4 axes. Et donc qui devrait se faire au niveau national. Après, il faudra discuter avec l'Europe, parce que l'Europe, elle veut plutôt que la concurrence s'installe un peu partout, mais bon, il faudra à un moment établir ce rapport de force. Les 4 axes, c'est quoi ? C'est un axe produit. Quel type de produit on veut ? Voilà. Quel type de produit on a besoin ? Quelle qualité on veut ? Quelles normes écologiques et sociales on veut derrière ce produit ? Ça, c'est important. Et ça commence à trouver aujourd'hui avec les circuits courts, les produits locaux, ou même le Made in France, ça commence à faire son chemin. La deuxième chose, c'est un axe planification. À un moment, il faut dire quel but nous voulons. L'industrie, ce n'est pas que des profits, dont une partie, une majorité revient aux actionnaires. Ça ne peut pas être que ça. C'est aussi une finalité.
Et là, il y a plein de finalités qu'on peut avoir. Une transition écologique, par exemple, une transition écologique a besoin de l'industrie, contrairement à ce qu'on nous a dit au début. On en a besoin pour rénover les bâtiments, on en a besoin pour le maillage du territoire, des transports et créer des rails. Donc on a besoin de métallurgie, sidérurgie, de fonderie. On a besoin de plein de choses pour créer des batteries si on veut des voitures électriques. Ainsi, on a besoin de l'industrie. L'industrie, c'est le meilleur allié de la transition écologique et de la transition énergétique, contrairement à ce qu'on nous a dit au départ. Ce n'est pas le digital et les start-up qui vont faire ça, c'est les industries. Donc on a besoin d'un axe vraiment de planification, de coopération entre entreprises et PME et même collectivités locales. Donc ça mérite vraiment d'avoir une vision de long terme, ce qu'on a eu à une époque, mais ce qu'on n'a plus du tout maintenant. Maintenant, c'est on vous donne le cadre, vous faites ce que vous voulez. Et on voit bien que les entreprises, elles respectent rarement leurs paroles. En tous les cas, les grandes multinationales. Elles disent toujours qu'elles ne vont pas délocaliser, puis elles finissent toujours par le faire. Un axe production. Il y a eu des grands chefs d'entreprise, notamment d'Alstom, qui nous ont dit pendant longtemps, on veut des entreprises sans usine. C'est-à-dire que les mecs, il a Alstom, il veut des entreprises sans usine. Il veut une holding financière, et il veut des sous-traitants dans le monde entier. Ben ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, on sait que l'industrie, elle est plus stable, elle emploie plus d'emplois que la Startup Nation. Elle crée un écosystème, comme j'ai dit, avec les PME, avec les sous-traitants et avec les artisans au niveau local. Donc, il faut miser là-dessus. D'accord ? Donc, il faut un axe production, où on reparle de ça, et un axe emploi, où on crée des formations qui servent le but que nous voulons. Si on a besoin de rénover 25 millions d'habitations, il faut créer des formations qui vont avec. Si on a besoin de développer du rail, il faut créer des formations qui vont avec. Si on veut créer des trains à grande vitesse de meilleure qualité que ceux qu'on a créés à l'époque, il faut des formations, d'accord, qui accompagnent ça. Aujourd'hui, les formations, c'est un petit peu en fonction des modes. Un coup, c'est la finance pour les élites, 80% des mecs font de la finance, puis après, c'est le digital, et puis après, il y a d'autres filières où on cherche de la main-d'œuvre. Là, il faut une vraie politique de l'emploi qui réponde à cette stratégie industrielle. Une fois qu'on aura fait ces 4 axes, eh ben, on pourra mettre en place une vraie politique industrielle et en finir avec le mythe de la start-up, en finir avec le mythe de la mondialisation et de la financiarisation, et aller sur une finalité qui serait la transition écologique, ce qui serait une bonne chose. Alors, j'ai une autre question. Aujourd'hui, c'est vrai que la question du Made in France est devenue un argument marketing plutôt de qualité. On a tendance à voir même des industries textiles, produire en France. Ceci dit, ce sont souvent des produits qui sont très chers pour le consommateur. Est-ce que de toute façon, s'il y a ces industries made in France, le consommateur ne va pas naturellement se tourner vers des prix bas et préférer des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont produits à bas coût et sans rien changer finalement? Alors, c'est plus cher, mais ce n'est pas tout à fait exact pour tout. Vous regardez parfois pour des vêtements, je ne vais pas citer de nom, mais dans des gammes intermédiaires, des marques de jeans que l'on connaît tous, qui fabriquent au Bangladesh, au Vietnam, et qui ont des prix quasiment identiques à des marques qui fabriquent en France, vous voyez, ou qui fabriquent en Europe même, donc qui ont une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc en réalité, sur beaucoup de biens, le gain n'est pas si évident que ça en termes de pouvoir d'achat. Mais il est vrai qu'une partie de la relocalisation de l'industrie va faire augmenter les prix d'un certain nombre de biens. Mais encore une fois, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut avoir des biens de meilleure qualité et en avoir un peu moins, ou est-ce qu'on veut des biens de piètre qualité, fabriqués dans des conditions sociales et environnementales les pires, et faire comme si on ne voyait pas? Et je pense que si on offre ce choix à n'importe qui, je pense un choix éclairé, où on ne ment pas, où le marketing ne vient pas cacher ce qui est moche à voir, comme c'est le cas aujourd'hui, en le remplaçant par d'autres choses. Je pense que si on dit, les gens feraient des choix en leur âme et conscience qui seraient, à mon avis, beaucoup mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, où on leur cache une partie de la réalité, même si beaucoup de choses se savent maintenant quand même. Une fiscalité écologique pour financer la gratuité des transports et la transition écologique? Quelques années après les Gilets jaunes, l'évocation même de cette éventualité sonne comme une mauvaise farce. Souvenez-vous, la question de la taxe carbone, taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, avait provoqué une pétition aux prémices de la crise des Gilets jaunes. Se basant sur le principe de pollueur-payeur, puisqu'intégrée au prix final de l'essence, du gasoil, du fioul et du gaz naturel, cette taxe reposait largement sur les ménages et avait été dénoncée par eux comme une taxe profondément injuste. De quoi mettre fin au débat à gauche. Pourtant, le sujet a été abordé par Audrey Pulvar dans le cadre de sa campagne pour les régionales en Île-de-France. On regarde un petit extrait. Sur le financement, les recettes de billetterie, c'est de la dépense de fonctionnement, ce n'est pas la dépense d'investissement pour Île-de-France Mobilité, pour les transports. Donc, toucher aux recettes sur le fonctionnement, ça n'empêche pas l'investissement. Et ces recettes, nous pourrons les compenser, notamment avec ce que nous permettra cette loi climat bien insuffisante, mais qui a quand même une petite pépite. C'est l'article 32 qui permet aux collectivités régionales de définir leur propre fiscalité écologique. Donc nous allons utiliser cet article-là. Nous allons mettre en place une fiscalité
écologique pour financer en partie la gratuité des transports en commun. Donc un impôt. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand l'impôt sur la fortune, Qui paiera quand cette... l'impôt sur la fortune oui. a été supprimé, Oui. manque à gagner pour les finances publiques 3 milliards d'euros, dont 1,5 milliard provenait des ménages les plus riches d'Île-de-France. Donc quand on retire 1,5 milliard d'euros aux finances publiques en Île-de-France, pour les plus riches, ça ne fait de la peine à personne. Mais quand on paiera cet parle de impôt mettre 2,5 milliards d'euros sur la table pour les classes modestes, pour les classes moyennes et pour les jeunes, là, tout le monde est choqué. Alors Thomas, selon toi, est-ce qu'il est possible de mettre en place la gratuité de ces transports? C'est une compétence régionale, mais même à l'échelle de la France. Et est-ce que c'est souhaitable? Je pense que c'est souhaitable, oui. Je pense qu'on va tous y arriver. Honnêtement, toutes les grandes villes vont, tôt ou tard, arriver à la gratuité des transports en commun. Parce que derrière, il y a l'urgence climatique, très clair. Il faut aujourd'hui inciter les gens à prendre les transports plus que leur voiture. Le transport routier, c'est une grosse part des émissions de CO2. Donc la question climatique, elle est là. C'est une contrainte. On ne peut pas faire comme si on ne la voyait pas. Donc voilà, si on prend cette contrainte climatique, c'est important. Puis il y a une contrainte aussi sanitaire. Aujourd'hui, des rapports de l'OMS montrent que le diesel est cancérigène, qu'il y a un certain nombre de morts dues à la pollution. Donc il y a quand même un aspect sanitaire important. Et puis après, il y a aussi un aspect, on va dire, social, sur le coût du transport, sur les ménages les plus modestes. Donc je pense que tout le monde va y arriver. Mais après, il faut veiller à le faire en respectant les inégalités de fait qui existent. Par exemple, regardez. Vous regardez, il y a des frais de fonctionnement, il y a des recettes de fonctionnement dans les transports. Vous avez des recettes de fonctionnement. Il y a une partie qui est en moyenne à peu près 30% qui vient des billetteries. Donc c'est cette partie qu'on retirerait avec la gratuité de transport parce qu'il n'y aurait plus de billets. Il y a une partie qui vient des subventions des collectivités locales. D'accord ? Et il y a une partie qui vient de ce qu'on appelle le versement transport, qui est en fait les entreprises qui versent une partie, les entreprises de plus de 10 salariés qui versent une partie pour les transports. Voilà les trois recettes de fonctionnement. Si vous retirez la billetterie, les deux autres doivent compenser. Donc c'est très difficile que les subventions sur les collectivités locales compensent la billetterie, surtout dans le cas actuel où les dotations aux collectivités locales ont baissé très fortement depuis Hollande. On n'a jamais vu une baisse comme ça depuis la Seconde Guerre mondiale, avec parfois des dotations de l'État qui ont été divisées par 2 dans certaines communes. Donc on ne peut pas leur demander de contribuer à ça. Et d'ailleurs, ça, c'est une des contradictions pour moi de la liste d'Audrey Pulvar, parce que même si c'est une citoyenne, une grosse partie des gens de sa liste sont des gens du PS qui étaient en accord avec cette politique-là. Donc ça, c'est un... Voilà. Et le versement transport est plafonné, et souvent déjà, les entreprises sont au plafond maximum. Donc la question va aller derrière de chercher les financements de ça. Et elle parle, on en viendra après, elle parle notamment de la fiscalité écologique. Mais toutes les villes aujourd'hui qui ont fait la gratuité, c'est quand même des villes qui ont des billetteries, enfin la part des billetteries dans les recettes qui est très faible, à 10%, pas à 30%, qui ont souvent des transports en bus, vous voyez, parce que quand vous avez des transports de métro, de RER, de tramway, il faut quand même des investissements forts, des frais de fonctionnement très forts dans le rail, etc. Donc il faut des recettes pour compenser ça. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un fan des équilibres budgétaires. Mais à un moment, il faut aussi un petit peu les prendre en compte. Et quand on les prend en compte, voilà, on voit qu'il faut aller chercher des ressources ailleurs. Et c'est le cas de son programme Audrey Pulvar. Mais je tiens à ajouter vraiment une dernière chose, c'est que, encore une fois, dans tous ces calculs, il faut prendre tout ce qui peut être positif. Et les gains qu'on pourrait faire, les gains climatiques ne sont pas négociables. Les gains en termes de santé peuvent être très positifs. Les gains en termes de qualité de vie peuvent être positifs. Et parfois, tout ça fait qu'on peut accepter aussi des déficits budgétaires. Donc l'idée en elle, moi je trouve que c'est une idée plutôt progressiste et qui va arriver tôt ou tard dans toutes les grandes villes. Alors dans l'extrait qu'on a visionné, Audrey Pulvar, alors qui n'est pas la seule à proposer une fiscalité écologique, ne lui faisons pas reposer tout ce poids sur elle, elle propose de faire peser la taxe sur les transports routiers et les e-commerce. Ça sonne un petit peu comme une taxe qui va reposer sur les ménages, non ? Oui, alors sur le e-commerce, moi je suis assez d'accord. Vous savez, les taxes, il y a deux choses. Il y a la taxe qui incite à un comportement plus vertueux, donc qui taxe le produit mauvais pour vous inciter à avoir un comportement plus vertueux. Et puis après, il y a le piège, la taxe qui peut devenir une taxe punitive. D'accord ? Sur le e-commerce, je pense qu'on peut inciter les gens, surtout en Île-de-France, où il y a quand même beaucoup de magasins, etc., on peut inciter les gens à ne pas faire des commandes en ligne en les taxant, voilà, ou s'ils le font, ils payent une taxe, pour qu'ils aillent se rabattre sur les petits commerces ou le commerce voilà, qui, là, emploie des gens, qui pratiquent moins d'optimisation fiscale que les plateformes, et ainsi de suite. Donc la taxe sur le e-commerce, c'est quelque chose, moi, je trouve, de bien. Voilà. Après, la taxe sur le transport routier. Alors au début, dans les premières émissions, on ne savait pas trop ce que c'était. Alors heureusement, ce n'est pas une taxe sur les carburants, parce qu'il y a des très fortes inégalités, encore une fois, en Île-de-France, sur la mobilité en transport et en voiture. Quand vous habitez dans le 77, vous êtes dépendant de votre voiture à plus de 60% pour aller travailler. Quand vous êtes sur Paris, seulement à 14%, parce que vous avez des transports en commun.
Donc il y a des fois où une taxe peut être incitative dans certains cas et peut être punitive dans d'autres. Mais la taxe sur les transports routiers pose aussi des questions. Si on prône les circuits courts, l'économie locale, là l'économie locale se fait encore majoritairement en Île-de-France via le transport routier. Donc si on met une taxe, on va impacter plus fortement la ferme du 77 qui va livrer Paris qu'un bien qui va venir de Bucarest, qui ne va pas être taxé entre Bucarest et Roissy et qui sera taxé juste sur le tronçon d'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'un produit local sera taxé sur toute la route qu'il fait, quand un produit étranger sera taxé que sur une petite partie de la route. Donc la pression fiscale du produit local sera plus forte que la pression fiscale d'un produit étranger. Alors qu'il pollue beaucoup plus. Alors qu'il pollue beaucoup plus. Donc là, c'est la taxe, c'est plus le pollueur-payeur, hein, c'est le local payeur. Et in fine, cette taxe, elle sera reportée sur quoi? Sur le bien de consommation. Donc le produit local sera plus cher, le produit local qui est souvent meilleur, soit dit en passant, sera plus cher qu'un produit fabriqué à des centaines de kilomètres dans des conditions sociales et environnementales mauvaises. Donc là, ça peut être vraiment une taxe punitive qui pourrait faire des rentrées, mais qui ne répond pas finalement à un projet global. Et puis je tiens encore à dire une chose, c'est que nous ne sommes pas autosuffisants en Île-de-France. Plus de 90% des biens que nous mangeons, nous les importons, même de France. Enfin, le lait, on en produit à peine 1% en Île-de-France. Le reste est importé de Bretagne ou d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Une taxe sur le transport routier de biens nécessaires qui vont se reporter sur les biens de consommation et donc qui vont peser sur les plus modestes. Enfin, là-dessus, moi, j'attends de voir précisément ce qu'elle appelle, parce qu'elle ne l'a pas dit, hein, par taxe routier dans l'Île-de-France. Mais dans tous les cas, ça risque de faire augmenter les biens de consommation qui sont des biens utiles. Et là, je pense qu'il faut vraiment séparer de ce qu'est un achat, on va dire e-commerce, qui est un achat futile, qu'on peut attendre et aller acheter dans un magasin, où là, il faut effectivement taxer pour changer de comportement, d'un bien nécessaire, comme du lait, des légumes, des aliments, qui sont produits majoritairement à l'extérieur de l'Île-de-France et qui pourraient augmenter avec ce type de taxe. Donc il faut faire extrêmement attention. Et encore une fois, cette taxe-là, les ménages riches ne la verront pas. C'est toujours les plus pauvres. Vous savez, parce qu'une taxe sur le transport routier, c'est une taxe neutre en fait. Donc c'est une taxe qui est la même pour tout le monde, qui ne tient pas compte de celui qui la paye. Donc plus vous êtes pauvre, plus elle est importante dans votre budget, et plus vous êtes riche, moins vous la sentez. Est-ce qu'on peut imaginer une fiscalité écologique qui se concilie avec la question sociale, donc qui ne repose pas sur le consommateur ou le petit producteur? Sur les taxes des carburants, ce qui n'est pas le cas d'Audrey Pulvar, mais avec les gilets jaunes, ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait cette taxe était devenue une taxe punitive. C'est-à-dire que dans la tête des économistes libéraux, c'est de se dire, comme on utilise une énergie polluante, on émet du CO2, et que chaque émission de CO2, finalement, contribue au réchauffement climatique, il faut taxer ces émissions de CO2. Moi, je pars du principe que les émissions de CO2 n'ont pas la même valeur ou la même utilité. Si vous faites un week-end à Rome, vous n'avez pas vraiment besoin, si vous en faites tout. Là, vous avez des émissions de CO2 qui, effectivement, sont beaucoup plus futiles. Mais si vous achetez des aliments, vous produisez des CO2 pour vous nourrir, là, c'est du CO2 utile. À un moment, si on vit, on produit du CO2. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce qui est du futile et de l'utile. Et dans cette taxe carbone, ils sont partis du principe que voilà, les gens allaient adapter leur comportement parce qu'ils avaient le choix entre voiture et transport et parce que la consommation de voiture est une consommation futile. En réalité, non. Les Parisiens, eux, comme ils ont beaucoup de transport, jour et nuit, etc., quasiment jusqu'à minuit, et qu'ils peuvent prendre très tard le soir, ils utilisent très peu leur voiture. Vous savez, quand vous faites un trajet en transport dans Paris, vous mettez souvent moins de temps en transport qu'en voiture. Et tout a été fait pour que ce soit comme ça. Il y a moins de place, vous savez, ils ont tout fait. Et ça fonctionne bien, parce que vous avez une offre de transport dense. Donc la plupart aujourd'hui des Parisiens ne passent pas leur permis, n'utilisent pas leur voiture. Quand vous êtes en banlieue, dans le même département, le trajet que vous faites en voiture est souvent plus court que ce que vous faites en transport. On va donner un exemple concret. Un habitant de Villepinte, du 93, qui va à Villetaneuse. Le chemin qu'il fait, s'il habite près de la gare, parce que s'il n'habite pas près de la gare, il doit prendre un bus. Mais s'il habite près de la gare, il prend le RER B, il se tape toute la ligne jusqu'à Gare du Nord, changement, train de banlieue, Villetaneuse, Épinay, Épinay, bus, Villetaneuse. Il met 1h30. Le même trajet en voiture, il met 40 minutes, 2 fois moins. Vous voyez? Et c'est partout. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais au Bourget, je faisais du sport à Villepinte. Je mettais, alors c'était Bourget, Villepinte, Sevran-Bedotte, bus 15, Villepinte. J'arrivais, c'était 1 heure. En voiture, 30 minutes maximum, 25 minutes. Donc là, la concurrence de la voiture avec les transports est très forte, parce que le maillage territorial n'est pas suffisamment bon, et on est plus incité, et je ne parle même pas après des questions de qualité, quand on prend sa voiture plutôt que le transport parfois, et les sécurités qui doivent être aussi, on ne fait pas en sifflotant, on ne fait pas de la même façon un trajet Gare du Nord, Sevran-Bedotte à 23h que Concorde, Saint-Paul, sur la ligne 1. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, après, il y a toutes ces notions qui font que souvent, les habitants de la grande couronne
ou de la petite couronne un peu plus éloignée, ont des arbitrages très forts entre voiture et transport, et souvent la voiture peut gagner. Les familles notamment qui doivent... Les familles notamment, et ainsi de suite. Et donc il faut vraiment faire attention à ce type de fiscalité qui peuvent devenir punitives. Après, pour revenir à la question de est-ce que la fiscalité peut être écologique? Ben oui, elle peut être. Déjà, toute fiscalité, nous n'oublions pas, finance le modèle social. Donc une fiscalité, à la base, moi je suis plutôt quelqu'un qui est pour la fiscalité. Mais il faut qu'une fiscalité, elle soit juste. Voilà. Or, dans le cas des gilets jaunes, et dans le cas des fiscalités sur la consommation, et même environnementale ou sociale, parce qu'on a mis toujours TVA sociale, on a inventé plein, ce sont des fiscalités régressives et injustes. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'un café du coin, il paye plus de taxes qu'un Starbucks, un géant, voyez, ou qu'un restaurateur paye plus de taxes que McDo, qui fait de l'optimisation fiscale, McDonald's. Et donc, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est une question plutôt d'injustice fiscale. Et donc, si on veut une fiscalité écologique, il faut que ce soit une fiscalité qui soit progressive, donc qui taxe plus les pollueurs, et il faut une fiscalité qui ne soit pas sur la consommation. Parce que sur la consommation, in fine, c'est toujours le plus pauvre qui se met à payer. Et on a beau nous dire que c'est indolore, c'est jamais indolore pour les familles les plus pauvres. L'Union européenne est signataire de près d'une quarantaine de traités d'accords commerciaux sur tous les continents, avec le Canada, le Japon, Singapour, le Mercosur. Ces traités de libre-échange sont au cœur de la logique de concurrence de l'Union. S'ils symbolisent la désindustrialisation et la forte régression sociale pour certains, pour d'autres, ils sont encore des leviers de croissance et d'emploi. En mars 2020, alors que la France et l'Europe plongeaient tête la première dans la crise du coronavirus, le Conseil de l'Union européenne donnait son feu vert à la conclusion d'un accord avec le Vietnam. Pour certains, les priorités sont plutôt claires. Thomas, quelle était l'idée derrière ces accords de libre-échange et pourquoi l'Union européenne cherche-t-elle à tout prix à les multiplier? L'Europe a fait le choix du marché. Et dans le marché, il y a le libre-échange. Alors déjà, à l'intérieur de l'Europe, elle a fait le choix de la concurrence et le mouvement des capitaux et des populations. Voilà. Donc c'est un choix, c'est typiquement le choix du libre-échange. Et puis après, elle a choisi, en dehors de l'Europe, de signer des traités de libre-échange avec un certain nombre de pays. Et le danger dans ces traités de libre-échange, c'est qu'ils ne portent pas sur les droits de douane. Les droits de douane sont déjà extrêmement faibles en Europe. C'est pour ça qu'on a des biens qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, il n'y a pratiquement rien c'est très dur de trouver du Made in Europe ou du Made in France. Vous avez plutôt du Made in China, Vietnam, etc. Donc, les droits de douane sont extrêmement faibles. Mais là, aujourd'hui, avec ces nouveaux traités, ces traités de libre-échange de nouvelle génération, le problème, c'est qu'ils portent sur ce qui se passe derrière la frontière, c'est-à-dire derrière les droits de douane. Donc, c'est des traités de libre-échange qui portent sur les normes sociales, phytosanitaires, sanitaires. Et donc le but, c'est d'ajuster les normes pour qu'on ait les mêmes normes entre pays. Et là, c'est très dangereux parce qu'on touche à quelque chose qui est parfois un choix démocratique. On ne veut pas d'OGM, on ne veut pas de porc à la ractopamine, et ainsi de suite. Donc là, on va signer des traités de libre-échange où on veut uniformiser ces normes. Et s'il y a après des lois qui sont mises en place, nouvelles, qui contraignent des investissements étrangers, ces multinationales peuvent contourner les tribunaux nationaux et aller sur des tribunaux arbitraux pour attaquer les États. Donc c'est extrêmement dangereux, mais je pense que ça relève de l'idéologie. Parce que quand on regarde l'ensemble des pays, tout le monde n'en a pas profité, hein, nous en premier. Et justement, quels ont été les pays perdants et quels ont été les pays gagnants? Déjà, quand on regarde ce qui tire l'activité dans chaque pays, si on regarde ça, on a déjà des éléments de réponse. Chez nous, ce qui tire notre activité, c'est la consommation. Donc nous, quand on a une forte consommation, on est bien. Mais quand on a une forte consommation et qu'on est dans un système de libre-échange, on consomme des biens venant de l'étranger plus. Donc ça profite à l'étranger. L'Allemagne, elle a tiré son modèle par des exportations. Donc elle, quand il y a des traités de libre-échange, elle peut exporter ses BMW, elle est très contente. Vous voyez, ou ses Mercedes, elle est très contente. C'est pour ça même que dans le cadre, aujourd'hui, des plans de relance qui sont faits aux États-Unis, etc., l'Allemagne ne milite pas pour un plan de relance très très fort en Europe, parce qu'elle s'en moque. Elle est très heureuse qu'il y ait le plan de relance aux États-Unis, parce que plus il y aura de la consommation aux États-Unis, parce que les États-Unis ont une économie tirée par la consommation comme nous. Plus il y aura de consommation aux États-Unis, plus elle pourra vendre ses biens, puisqu'elle exporte une majorité de biens vers les États-Unis. Et c'est pareil vers la Chine. C'est pour ça que l'Allemagne était pour le traité d'investissement avec la Chine, beaucoup plus que la France. Donc vous voyez, dans ce jeu-là, les intérêts n'ont pas été bons pour tous. Nous avons perdu beaucoup de notre industrie, l'Allemagne non, le Royaume-Uni beaucoup plus que nous. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi le Brexit in fine. Hein. Mais il faut vraiment voir que ce jeu n'a pas été gagnant pour toute l'Europe. Hein. Il a été plutôt gagnant pour certains pays et pas pour d'autres. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je me demande comment nos élites peuvent encore défendre de cette manière-là le libre-échange, alors que le libre-échange a tué une partie de notre industrie. Et donc là, on voit bien qu'on est dans l'idéologie. Alors justement, outre la question des pays gagnants, quelles catégories sociales ont été gagnantes et lesquelles ont été perdantes de ces traités?
On le savait, les économistes l'avaient dit dès le début, que le libre-échange n'était pas gagnant pour tous. La mondialisation, vous allez avoir des gagnants, ceux qui profitent de l'export sont gagnants. Quand on exporte des Mercedes, toute l'industrie automobile allemande est gagnante. Voilà. Donc il y a une partie qui gagne et il y a une partie qui perd. Les biens qu'on importe font perdre les industries qui sont sur place, parce qu'elles mettent en compétition nos industries sur place avec des biens produits à l'étranger dans des conditions sociales et environnementales moins bonnes. Donc vous aviez des perdants et des gagnants. Mais l'idéologie globale était de dire que les gains l'emportaient sur les pertes. Donc on avait un plus et un moins qui faisaient un plus à la fin. Or on se rend compte aujourd'hui qu'on a du mal à être sûr. Vous avez peut-être un plus et un moins qui a fait un moins au final, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de perdants que de gagnants. C'est le débat qu'il y a aujourd'hui sur la mondialisation. Donc non, on savait qu'il y a des gens qui en perdent, et ceux qui en perdent, ce sont les usines, les ouvriers, les employés, et ceux qui gagnaient, c'était plutôt les gens diplômés, les cadres plutôt sur des secteurs de pointe, et c'est eux qui gagnaient. Donc il y avait effectivement une partie de la population qui perdait, une partie qui gagnait, et le choix a été fait en faveur des cadres sur des secteurs de pointe contre le reste de la population. Les traités de libre-échange, est-ce qu'ils sont compatibles aujourd'hui avec les enjeux de souveraineté et de transition écologique ? Mais absolument pas. Et vous savez, en plus, ces traités de libre-échange, la promotion qui est faite est basée toujours sur des hypothèses, sur des modèles à 30 ans, où on baisserait un petit peu les normes, on baisserait les conditions, et ça créerait un temps de croissance et tant d'emplois. Alors, c'est des modèles, moi je trouve, qui sont probablement faits par des gens très sérieux, qui croient à ce qu'ils font. Mais on ne peut pas mettre la vie de dizaines de millions de personnes entre les mains des gens qui ont fait ces modèles-là. C'est une trop grande responsabilité qu'on leur donne, parce que ces modèles sont faits, c'est des modèles économiques, hein. Ils sont faits en fonction d'hypothèses qui peuvent être plus ou moins remises en cause. Les faits ont montré ces dernières années que dans tous les traités de libre-échange, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, il n'y a jamais eu les effets escomptés en termes de croissance. Donc il faut faire attention à ces modèles-là qui nous promettent qu'on va créer des emplois et qui ne prennent rarement en compte, voire jamais, la question de la limite de la contrainte climatique. Parce que quand on exporte des biens à 10 000 km, je ne vois pas en quoi ça sert le climat. Ça va développer les transports, ça va développer plein de choses qui ne sont pas pris en compte dans l'accord de la COP21, parce que dans l'accord de la COP21, on a retiré tout le transport aérien, etc., tout ce qui pouvait gêner. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans le transport aérien aujourd'hui. Ce n'est pas pris en compte dans les accords de lutte contre le réchauffement climatique. Donc vous voyez, je pense que sur l'aspect climatique, en tous les cas, on est sûr, quasiment sûr à 100%, hein, il y a toujours des gens qui auront des doutes, que ce n'est pas du tout la bonne voie qu'il faut prendre. Ensuite, sur l'aspect de la souveraineté, je ne suis pas sûr que moi, offrir des chocs de concurrence supplémentaires à ceux que nous avons déjà en Europe, et à ceux que nous avons déjà avec le reste du monde, et en permettant d'aller encore plus loin sur cette mondialisation, à des entreprises, à des usines, à des territoires, ce soit la bonne réponse à la crise que nous traversons. Donc moi, je pense qu'il faudrait mettre un holà à tous ces traités de libre-échange, s'arrêter 2 minutes, repenser ce que l'on pourrait faire en Europe, si nous voulons, même si j'y crois moyennement, parce qu'il faudrait vraiment démonter la matrice de fond en comble, hein, et puis ça fait longtemps qu'elle est installée aujourd'hui, je pense qu'elle est bien installée, mais il faudrait peut-être mettre un stop pour revoir quel type de politique industrielle nous voulons, et là on revient au premier sujet, parce que si on ouvre comme ça nos frontières comme ça de plus en plus, et que l'on a vu déjà les effets que ça a fait, on sait que ça ira encore plus loin dans la perte de notre outil industriel. Donc il faut arrêter urgemment. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer une forme de protectionnisme, mais qui n'empêcherait pas le commerce international ? Il y a des pays qui sont dans le commerce international et qui défendent leurs industries. Les États-Unis en partie, même si elle a vécu aussi une grosse partie de la mondialisation, mais elle sait quand même défendre certaines de ses industries, la Corée du Sud. Alors bien sûr, il y a toujours eu des pertes d'emplois, il y a toujours du libéralisme, il y a toujours de la financiarisation de la mondialisation. Mais il y a quand même, on va dire, une forme d'intervention de l'État un peu plus forte. Donc je pense que le mieux, ce serait de ralentir la mondialisation, ce qui est déjà le cas. Elle se ralentit un petit peu, malgré tout. Mais au milieu de ça, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce qu'on appelle la politique industrielle. Et là, la politique industrielle, ça nécessite ce que j'ai dit, ces axes de production, de réflexion stratégique. Mais pour ça, il faut qu'à la tête, chez nos dirigeants, on ait quand même des gens qui réfléchissent comme des stratèges. Et là, quand vous avez 30 ans des gens qui ont fait la promotion du marché, de la libre concurrence, de l'Europe du marché unique, de la mondialisation, leur faire prendre un grand virage, je crois que c'est impossible. Donc il faudrait presque que tous ces gens partent et qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. Mais dans la génération qui arrive, il y a aussi une grosse partie qui pense encore comme les anciens. Donc il y a quand même beaucoup de boulot. Mais effectivement, il faudrait qu'au milieu de cette mondialisation, on la stoppe en grosse partie et qu'on crée un espace de souveraineté, de production nationale, d'industrie nationale. Et je pense qu'il y a une grosse partie des Français qui sont prêts. C'est plutôt les dirigeants politiques qui ne sont pas prêts à le faire. C'est la fin de notre émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir et à la partager sur vos réseaux sociaux.
Pour soutenir l'information indépendante, vous pouvez devenir sociétaire du média ou nous faire un don. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Chaque jour, nous mesurons la catastrophe des politiques néolibérales en œuvre depuis près de 40 ans. Austérité, chômage de masse, crise. Les premiers touchés par ces politiques sont les travailleurs, les citoyens, les familles, vous. Pour changer les choses, il est impératif de nous réarmer, de comprendre les outils des puissants. Aux médias, nous voulons donner la parole à ceux que les médias traditionnels ignorent. Économistes hétérodoxes, journalistes, essayistes. C'est avec eux que nous pouvons comprendre le monde d'aujourd'hui et ses failles pour pouvoir construire le monde de demain. Le média change, se transforme et devient une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif pour nous permettre de continuer ces émissions d'analyse en toute indépendance. Rejoignez la coopérative du média pour que nous puissions ensemble reprendre notre destin en main contre des politiques économiques de pensée unique. Rejoignez la première coopérative audiovisuelle de France.